À Mexico, où le chaos urbain se mêle à la beauté ancestrale, un homme nommé Gabriel Montero dirigeait l'empire que son père n'a jamais réussi à construire. À 38 ans, Gabriel était l'un des hommes d'affaires les plus puissants du pays. Propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe répartie dans toute l'Amérique latine, il était admiré par ses investisseurs et craint par ses concurrents. Cependant, personne ne le connaissait vraiment. Dans les journaux, Gabriel a été dépeint comme un visionnaire. Sur les réseaux sociaux, un homme réservé. Mais derrière les murs de verre miroir du siège du groupe Montero, il y avait un homme qui se méfiait de tout le monde, y compris de lui-même. Sa routine était chronométrée, il se réveillait à 5 heures du matin, s'entraînait, examinait des rapports et signait des contrats de plusieurs millions de dollars avant le lever du soleil. Il n'y avait pas de place pour les distractions, ni pour les liens émotionnels. Sa devise était simple: ne pas faire confiance, contrôler. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, loin des gratte-ciel et des cocktails servis avec du champagne français, une femme nommée Myrna, aux cheveux ébouriffés et aux yeux fatigués, préparait 4 enfants pour l'école communautaire. Hugo, Elena, Héctor et Eloisa, 7 ans, étaient des triplés. Ou plutôt, c'étaient des quadruplés, bien que personne n'y ait cru au premier coup d'île. Ce qui étonnait les gens, ce n'était pas le fait qu'ils étaient frères du même âge, mais que tous les 4 étaient identiques. Et plus que cela, ils étaient identiques à Gabriel Montero. Myrna n'a pas travaillé avec un contrat formel. Il vivait de services informels, vendant des gâteaux sur la place ou nettoyant les maisons familiales. Elle était honnête, mais elle gardait un secret qui la consumait chaque nuit. Alors qu'elle nettoyait une autre cuisine luxueuse dans la zone sud, Myrna écoutait la télévision de son patron parler d'un nouveau complexe du groupe Montero à Cancun. L'image de Gabriel apparut à l'écran et elle détourna les yeux comme si ce visage la poursuivait. Ou peut-être lui a-t-il rappelé quelque chose qu'elle ne pourrait jamais oublier. Le même soir, Gabriel a participé à un dîner de charité organisé par sa fondation. Des appareils photos, des flashs, des sourires forcés. Des dons millionnaires qui ont fait la une des journaux le lendemain. À la fin de l'événement, en montant dans sa voiture blindée, le conducteur s'est excusé pour une déviation de l'itinéraire. Un accident avait bloqué l'avenue principale. La voiture a ensuite traversé une région périphérique que Gabriel ne connaissait pas ou faisait semblant de ne pas se souvenir. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Sur le trottoir d'une rue faiblement éclairée, 4 enfants jouaient à cache-cache entre les poteaux et les bancs cassés. Gabriel, distrait par les yeux de son téléphone portable, leva les yeux un instant. Et il s'est figé. 4 visages. 4 miroirs. 4 copies de lui-même, mais en miniature. Arrêtez la voiture. Il ordonna, la voix coincée dans sa gorge. Le conducteur hésita, mais obéit. Gabriel descendit lentement. Les enfants ont cessé de jouer, effrayés. Ses yeux s'écarquillèrent. Les visages étaient les siens. Chaque détail. La forme de son menton, son sourcil arqué, le nez légèrement tordu d'une vieille fracture dont il avait souffert à l'adolescence. Un frisson lui parcourut l'échine. « Qui était-ce vous » demanda-t-il, presque sans voix. Hélène, la plus intrépide, répondit. « Nous vivons ici. Es-tu notre père » L'impact a été comme un coup de poing dans l'estomac. Il recula d'un pas en titubant. Avant qu'elle ne puisse réagir, Myrna sortit en courant du coin, les cheveux pendant au vent, le visage paniqué. « Entre maintenant, Hélène !» Il a crié, haletant. « Vous tous. Entrez maintenant !» Les enfants obéissaient, effrayés. Gabriel la regarda. Les yeux se rencontrèrent pendant une éternelle seconde. Myrna sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle savait que ce jour viendrait. Je n'imaginais pas que cela arriverait si soudainement. Tu marmonna Gabriel. Comment va-t-on, Gabriel? Vous n'avez pas votre place ici, dit-elle, fermement, mais d'une voix tremblante. Il n'a pas répondu. Il venait de monter dans la voiture, regardant dans le rétroviseur jusqu'à ce que les enfants disparaissent derrière la porte métallique rouillée. À l'intérieur du véhicule, le silence était absolu. Sauf le bruit de son propre cœur qui battait dans ses oreilles. Un mystère avait été planté. Et Gabriel, l'homme qui pensait tout contrôler, s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui échappait complètement à son contrôle. Et pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi faire. L'aube est arrivée à Mexico avec le son des cornes, des vendeurs ambulants et l'arôme des tamales préparés au coin des rues.
C'était un vendredi, mais pour Gabriel Montero, la météo ne semblait pas suivre le même rythme que le reste du monde depuis cette nuit-là. Il avait à peine dormi. Son esprit tournait en rond, examinant les visages des enfants, comme s'il était tatoué sur sa rétine. Dans le bureau Penthouse, entouré de murs de verre qui montraient la ligne d'horizon en béton de la capitale mexicaine, Gabriel fixait l'écran de l'ordinateur sans rien voir. Son partenaire, Alvaro PEA, est entré à l'improviste. « Tu as l'air terrible. » Il commenta, enlevant ses lunettes de soleil et les laissant tomber sur la table. « Avez-vous dormi dans le bureau ?» Gabriel n'a pas répondu immédiatement. Alvaro était son ami de longue date, l'un des rares à avoir accompagné son ascension depuis l'époque où il n'était qu'un directeur d'hôtel ambitieux. Alvaro était facile à vivre, perspicace et connaissait bien les fantômes que Gabriel gardait enfermés. « Avez-vous déjà vu quelqu'un avec le même visage que vous ?» demanda enfin Gabriel. Alvaro Franzu hocha la tête. « Clone ? Frère perdu ? Caméra cachée ?» Gabriel secoua la tête, sans humour. Puis il raconta, en quelques mots, ce dont il avait été témoin la nuit précédente. Le ton était froid, presque clinique, mais ses yeux révélaient la confusion intérieure. « Des enfants ? 4. Comme toi. » Alvaro a essayé de porter plainte. « Et cette femme ? La connaissiez-vous ? » Myrna. Dit Gabriel, le nom sortant de sa bouche comme un ancien secret. Alvaro se pencha en arrière dans le fauteuil en cuir et croisa les bras. « C'est le nom que j'ai vu une fois dans un vieil email de ton père ?» Gabriel ne répondit pas, mais le silence suffisait à le confirmer. Pendant ce temps, dans une communauté modeste du quartier d'Iztapalapa, Myrna préparait ses enfants pour un autre jour. C'était un jour d'école et, même avec la tension de la veille, elle ne voulait pas qu'ils perdent leur routine. L'école était publique, petite, mais elle avait un directeur ferme qui croyait en l'avenir des enfants de la périphérie. À la porte de l'école, Myrna a dit au revoir aux 4 avec un baiser précipité et est partie avant que quiconque ne vienne entamer une conversation. Sa voisine, Doa Carmen, l'a interceptée en chemin. « Myrna. Je t'ai vu hier. Cette voiture noire. Était-ce de la police ?» Myrna hésita. « Non, Carmen. Seul quelqu'un a perdu. » Doa Carmen n'a pas avalé la réponse, mais l'a laissé aller. « Si tu as besoin d'aide, tu sais. » dit-il en serrant affectueusement le bras de Myrna. Sur le chemin du travail, Myrna est passée devant une fresque murale colorée avec des images de la Vierge de Guadalupe, des fleurs et des phrases de foi. Elle ferma les yeux une seconde et murmura. « S'il vous plaît, aidez-moi à protéger mes enfants. Ils ne peuvent pas connaître la vérité. » Pas encore. Entre-temps, Gabriel décide d'agir. Il a engagé un détective privé, Ramirez, un ancien policier expérimenté et discret doté d'un vaste réseau de contacts dans les quartiers les plus difficiles de la ville. Découvre tout sur cette femme. Où vous vivez, où vous travaillez, de qui vous vivez. Ordonna Gabriel d'un ton ferme. Mais sans approche. Personne ne peut le savoir. Ramirez hocha la tête, déjà en train d'élaborer un plan. Le même jour, Gabriel a eu une réunion avec des investisseurs japonais intéressés par l'expansion de la chaîne hôtelière dans les Caraïbes. Il a parlé, présenté des chiffres, répondu à des questions. Mais son esprit était ailleurs. En sortant de la réunion, il s'est arrêté devant la vitrine d'un magasin. À l'intérieur, un mannequin portait une tenue d'enfant vint une chemise bleue avec un petit renard brodé sur la poche. Le même que celui que l'un des enfants portait la veille. « Sont-ils mes enfants ?» pensa-t-elle. L'idée semblait absurde. Mais pourquoi, alors, y a-t-il vu le même regard qu'il voyait tous les matins dans le miroir? Myrna, à son tour, sentit la pression augmenter. À la fin de la journée, alors qu'il nettoyait le bureau d'un avocat, il est passé devant une pièce où une émission de télévision commentait des célébrités et des affaires. L'image de Gabriel Montero est réapparue à l'écran, riant avec les investisseurs, vêtu d'un costume de créateur. Il le sait déjà. Mon Dieu, il sait. Elle savait que le passé ne pouvait pas être enterré pour toujours. Mais elle savait aussi que si Gabriel découvrait tout, il aurait le pouvoir de détruire la vie simple, mais honnête, qu'elle s'était construite avec ses enfants. Et cette nuit-là, ils ont tous les deux mal dormi. Un homme qui a des doutes. L'autre avait peur. Mais le destin les avait déjà mis à nouveau sur une trajectoire de collision. Et personne n'en sortirait indemne. Le lundi matin,
Gabriel Montero a reçu sur son bureau une enveloppe brune, discrètement remise par Ramirez. L'enquêteur maintenait une posture ferme, mais il y avait une tension dans ses yeux que Gabriel remarqua immédiatement. « As-tu eu quelque chose » demanda-t-il sans ménagement. Ramirez hocha la tête. « Plus que je ne l'imaginais. La femme s'appelle Myrna Lopez, 35 ans. Il vit à Iztapalapa depuis près de 8 ans. Il travaille comme journalier dans 3 maisons différentes, dont la résidence d'un juge fédéral à la retraite. Il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais enregistré de père pour ses enfants. » Et Ramirez hésita. « Est-ce vrai » demanda Gabriel. « La grossesse. Selon les dossiers médicaux, cela s'est produit après une insémination artificielle. Mais la clinique où la procédure a été effectuée a fait faillite peu de temps après. Et le médecin en charge ? Disparu. » Gabriel fronça les sourcils, ramassant les documents. Les copies du dossier médical indiquaient un nom qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, le docteur Samuel Villalobos. Un nom qui lui a immédiatement rappelé des souvenirs inconfortables, car il s'agissait du médecin de confiance de son père. Le même qui l'accompagnait aux consultations privées, le même qui avait disparu après la mort soudaine du patriarche. « Je veux que tu trouves cet homme. » dit Gabriel, la voix plus tendue qu'il ne l'avait prévu. « Et veille chez Myrna. Je veux tout savoir. À chaque pas. À chaque visite. » Ramirez hocha la tête. Mais avant de partir, il a commenté. « Monsieur. Si vous me le permettez, les enfants. Ils sont étonnamment semblables au Seigneur. Ce n'est pas seulement une impression. » Gabriel était silencieux, les yeux fixés sur la fenêtre. D'Hainaut, la ville semblait petite. Mais à ce moment-là, il s'est senti entouré de tous les côtés. À la périphérie, Myrna a commencé à remarquer des mouvements étranges. Une voiture garée pendant des heures au coin de la rue. Un homme qui semblait toujours regarder sa porte. Elle savait que Gabriel était derrière tout cela. Je savais qu'il était puissant et qu'il pouvait tout comprendre. Mais la plus grande crainte était qu'il veuille quelque chose. « Maman, pourquoi cet homme regarde-t-il toujours notre maison ?» demanda Elena en fronçant les sourcils. Myrna le déguisa. « C'est le nouveau voisin d'à côté. Il s'agite de réparer la façade. » Mais les enfants n'étaient pas fous. Et Hugo, le plus introspectif des 4, a dessiné dans son carnet un grand homme en costume sombre et lunettes, tout comme la nuit où ils ont vu Gabriel. La semaine suivante, Gabriel a eu une explosion au travail. Lors d'une réunion avec les directeurs de la chaîne hôtelière, il s'est brusquement levé de table lorsqu'il a entendu un commentaire informel sur la paternité. « Je ne te paie pas pour parler de ma vie personnelle !» cria-t-il en quittant la pièce dans un silence gêné. Alvaro le suivit dans le couloir. « Mec, qu'est-ce qui se passe avec toi? Vous avez toujours eu froid, mais maintenant. Vous êtes en train de paniquer. » Gabriel le regarda avec des yeux brûlants de colère contenue. « Et si j'avais 4 enfants et que personne ne me l'avait jamais dit ?» Alvaro n'a pas réagi. « Mais elle a fait de l'insémination, n'est-ce pas? Ça ne vous impliquait pas. Et si mon sperme a disparu? Et si mon père ?» Gabriel s'arrêta. Il prit une profonde inspiration. « Et si mon père faisait quelque chose sans me le dire ?» Alvaro cligna des yeux, absorbant l'absurdité de la situation. « Vous dites que votre père a peut-être fait don de son matériel génétique. Sans votre permission. Je ne dis rien. Je suis juste commençant à comprendre ce qu'il a peut-être fait. » Gabriel passa les jours suivants à passer au crible de vieux dossiers de l'entreprise de son père, des dossiers financiers, des documents oubliés. Et là, il a trouvé quelque chose qui lui a glacé le dos: des transferts mensuels à la clinique du docteur Villalobos, effectués pendant plus de 2 ans. Tout indiquait que le père de Gabriel utilisait la clinique pour quelque chose et que Myrna était la pièce maîtresse. Entre-temps, Myrna a décidé d'agir. Il chercha le père Esteban, de la paroisse du voisinage. Un homme simple mais digne de confiance, qui la connaissait depuis l'époque où elle suivait des cours de catéchèse à l'adolescence. « Il sait. » il a dit, presque en pleurant. Je l'ai vu dans ses yeux. Il reconnut les enfants. Le père Esteban écoutait attentivement. « Et toi, Myrna? Étiez-vous prêt à dire la vérité? » Je ne peux pas. Je ne peux pas le laisser m'enlever mes enfants. Mais le cachet ne les protégera pas non plus éternellement. Ce que Gabriel veut, vous ne le savez pas.
Mais ce dont ils ont besoin, c'est la vérité. Un jour, tôt ou tard, cela viendra. Cette nuit-là, Gabriel a garé sa voiture en face de la maison de Myrna. Il regarda les lumières s'éteindre, une par une. Et puis, quand il vit les visages des enfants à travers les fentes de la fenêtre, il murmura en lui-même. Si ce sont mes enfants, personne ne me les cachera. Et à cet instant, il ne s'agissait plus seulement de connaître la vérité. C'était une question de contrôle. Justice. Et, peut-être, quelque chose de plus profond qu'il n'était pas encore prêt à admettre. La semaine suivante, Gabriel a reçu un appel de son avocat personnel, le docteur Mariano Ortega, un homme discret spécialisé en droit de la famille et des affaires. Il était du genre à ne jamais poser de questions inutiles, mais qui savait exactement quand parler. « J'ai besoin que vous évaluiez quelque chose pour moi. » dit Gabriel, en lui tendant le dossier avec les documents de la clinique et les dossiers d'insémination. Le docteur Mariano a lu en silence pendant quelques minutes, a froncé les sourcils et, finalement, a pris la parole. Si ces enfants sont vraiment les vôtres, Gabriel, et si vous voulez une reconnaissance légale, la bataille sera longue. Surtout si la mère s'y oppose. Et si je veux la garde? Ensuite, ce sera plus qu'une simple question d'ADN. Vous devrez prouver non seulement la paternité, mais aussi que vivre avec vous serait le mieux pour eux. Gabriel n'a pas répondu immédiatement. Le poids du mot garde semblait encore plus réel que n'importe quel contrat de millionnaire qu'il avait jamais signé. Pendant ce temps, Myrna commençait à sentir le siège se fermer. En sortant du travail, il a trouvé une enveloppe sous le nettoyeur de sa voiture à l'intérieur, juste une photo. C'était Gabriel, debout de l'autre côté de la rue, qui regardait sa maison. Elle sentit le sol tourner. Il courut à l'école des enfants et les serra fort dans ses bras, comme si quelqu'un allait les lui arracher des bras. Cette nuit-là, elle a appelé la seule personne qui pouvait l'aider concrètement, Valeria, une vieille amie de jeunesse qui était maintenant assistante sociale. Tu dois te protéger, Myrna. S'il essaie de vous poursuivre en justice ou demande un test ADN, les choses peuvent échapper à votre contrôle. A averti Valeria. Et qu'est-ce que je fais? Chercher un avocat. Un bon? Et vite. Si possible, il dépose une demande de tutelle exclusive, alléguant l'abandon de paternité depuis la naissance. Myrna hésita. Mais il ne savait même pas. Et tu veux vraiment qu'il le sache? Car s'il prouve qu'il est le père, il peut même demander un droit de visite. Ou pire. De l'autre côté de la ville, Alvaro était impliqué dans un autre complot secondaire qui prenait de l'ampleur. Il avait été approché par une journaliste d'investigation, Lucia Roras, qui prétendait avoir reçu des documents anonymes avec des preuves que le père de Gabriel avait été impliqué dans des scandales éthiques avec la manipulation de données génétiques. Si cela fuit, cela peut faire tomber le nom de Montero. A averti Alvaro, après une réunion secrète avec Gabriel. Pensez-vous qu'elle va le publier? Je la connais. Si nous n'offrons rien en retour, oui. Veut-elle de l'argent? Non. Il veut la vérité. Souhaite une interview avec vous. Gabriel prit une profonde inspiration. La vérité. Ce mot qui apparaissait de plus en plus autour de lui. En même temps, les enfants ont commencé à poser des questions difficiles. Hugo, plus observateur, a commencé à dresser une chronologie avec des dates et de vieilles photos qu'il a trouvées dans les placards. Il a découvert un album caché avec des images de la mère enceinte, et dans un coin griffonné d'une page se trouvait un nom qu'il ne reconnaissait pas: Villalobos. Maman, qui est-ce? Il a demandé. Myrna se figea. Un médecin. Du moment où vous étiez sur le point de naître. Était-il notre père? Elle essaya de sourire. Tu as toujours eu le même père. Mais ce n'est pas ce qui compte. Les jours passent et la nouvelle se répand dans les quartiers périphériques. La mairie va procéder à une restructuration urbaine dans la région où vivait Myrna, et plusieurs maisons vont être enlevées. Parmi eux, le sien. Un délai a été fixé 15 jours. Cette nouvelle pression est tombée comme une bombe. Sans stabilité, sans foyer et avec Gabriel à l'affût, Myrna sentait tout s'effondrer. Elle décide alors de visiter l'ancien bâtiment de la clinique d'insémination. Il était abandonné, couvert de graffitis et de verres brisés. Sur le portail rouillé, un cadenas neuf. Mais quelqu'un l'observait. Un homme cagoulé, debout à distance. Et quand il la vit approcher, il se retourna et disparut dans la ruelle. Elle essaya de le rejoindre, mais il disparut.
Plus tard, il a reçu un message anonyme sur son téléphone portable. Arrêtez de creuser. Certains secrets n'ont pas été faits pour être révélés. Elle écarquilla les yeux. Maintenant, c'était clair, en plus de Gabriel, il y avait quelqu'un d'autre impliqué dans tout cela. Quelqu'un qui ne voulait pas que la vérité soit révélée. La tension montait. Le temps pressait. Et le passé, enfin, a commencé à montrer ses griffes. C'est par un matin humide que Gabriel reçoit l'appel qui va interrompre définitivement sa routine. À l'autre bout du fil, la voix de Ramirez était tremblante, ce qui est inhabituel pour un homme si habitué à la pègre. J'ai trouvé le docteur Villalobos. Gabriel se redressa sur sa chaise. Où est-il? Dans un village isolé de Puebla. Il a changé de nom, mais un contact de l'ancienne clinique l'a confirmé. Il vit dans l'isolement. Il me semble. Effrayé. Sans hésiter, Gabriel a pris les clés de la voiture et a annulé tous les rendez-vous de la journée. Quelques heures plus tard, il est arrivé à l'humble maison aux murs écaillés et aux balustrades rouillées. Ramirez l'attendait dans le coin. Il sait que tu arrives. Mais il a demandé de la discrétion. Gabriel entra. L'intérieur était sombre, sentait la moisissure et la médecine. L'homme qui avait été un médecin renommé avait maintenant l'air d'un fantôme des mains maigres, les yeux enfoncés et tremblantes. Vous savez pourquoi je suis ici? Commença Gabriel. Villalobos hocha la tête. Son regard était lourd. Ton père m'a forcé, dit-il à voix basse. J'ai dit que c'était pour préserver le nom de famille. Que vous ne pourrez jamais savoir. Gabriel sentit une oppression dans sa poitrine. Préserver de quoi? Il a apporté son matériel génétique. Il a dit que c'était à usage scientifique. Test de fertilité. Puis il a ordonné qu'il soit utilisé pour l'insémination. Myrna a été choisie. Une jeune femme humble. Mal informée. Elle n'a jamais su d'où venait le sperme. J'ai pensé que c'était d'un donateur anonyme. Gabriel se leva, faisant les 100 pas, comme s'il avait besoin de s'échapper de sa propre peau. Alors c'est vrai. Les enfants sont-ils les miens? Villalobos a confirmé avec un lent hochement de tête. Génétiquement et biologiquement, oui. Ce sont ses enfants. L'impact de la révélation a été plus profond que Gabriel n'aurait pu l'anticiper. L'homme qui avait toujours le contrôle sur tout, réalisait maintenant que le plus grand secret de sa vie avait été manipulé par son propre père. Pourquoi elle? Il a demandé. Ton père a étudié son profil. Un système de défense fondé sur des principes, sains et pas de connexion. Facile à disparaître dans le système. Gabriel déglutit. Tout avait un sens maintenant, la disparition de la clinique, les mensualités, l'absence de dossier de donneur. Et pourquoi avez-vous disparu? Parce qu'ils m'ont menacé. Des gens liés à son père. Après sa mort, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne vienne après la vérité. Puis j'ai disparu. Gabriel quitte la maison, le corps tendu et l'esprit plongé dans le chaos. Il ne savait pas s'il était furieux, embarrassé ou détruit. Il s'est senti trahi. Mais pas pour Myrna. Par sa propre famille. Le même jour, à Iztapalapa, Myrna préparait une valise avec des vêtements et des documents. Elle était déterminée à quitter la ville avant de tout perdre. Valeria, son amie assistante sociale, est apparue surprise. Tu ne peux pas t'enfuir, Myrna. Cela ne fera qu'empirer. Je n'ai pas d'issue. Il va m'enlever mes enfants. Il a déjà prouvé qu'il peut tout faire. Valeria la tenait par les épaules. Mais vous avez la vérité. Et maintenant, il doit se battre avec elle, pas avec elle. Cette nuit-là, alors que Gabriel retournait à la capitale, il passa devant une place vide et arrêta la voiture. J'avais besoin d'air. Du silence. C'est à ce moment-là que son téléphone portable a sonné. Numéro inconnu. Allô? Une voix électronique a répondu. La vérité a un prix. Si vous continuez à creuser, vous perdrez plus que vous ne l'imaginez. Il regarda autour de lui. Personne. Juste le bruit du vent et des branches qui se balancent. L'appel a été interrompu. Il a essayé de revenir, mais le numéro était inactif. Quelque chose n'allait pas. Très faux. Cela allait au-delà de l'histoire avec Myrna. Quelqu'un d'autre était impliqué et prêt à tout pour garder le secret enfoui.
Gabriel a alors fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'est rendu en personne chez Myrna, la nuit, sans agent de sécurité, sans Ramiret, sans alerter personne. Elle ouvrit la porte avec une expression tendue. « Je sais tout. » Dire. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas détourné le regard. « Donc, vous savez, je n'ai jamais voulu ça. »« Je sais. » Il a répondu, sincèrement. « Mais ce sont mes enfants. Et maintenant, ils sont aussi mon monde. » Myrna fondit en larmes, s'appuyant contre le cadre de la porte. « Qu'est-ce que tu vas faire? Battez-vous. » Contre qui il a monté cela? Contre ceux qui nous ont utilisés. Pour eux. Pour vous. Pour moi. Et à ce moment-là, quelque chose a changé. Ce n'était plus une guerre entre Gabriel et Myrna. C'était eux deux contre un ennemi qui était encore caché, mais qui était sur le point d'être révélé. Le matin après la conversation avec Myrna, Gabriel s'est réveillé avec une sensation étrange, un mélange de soulagement et d'urgence. Pour la première fois depuis des années, il y avait un but dans ses démarches qui n'impliquait pas de profit ou d'expansion commerciale. Maintenant, il voulait protéger ce qui lui appartenait, non pas par ego, mais par instinct. Pourtant, je savais que le match était loin d'être terminé. En arrivant à son bureau, Gabriel a été surpris par Alvaro, qui l'attendait, les bras croisés et le visage plein de tension. « Le journaliste » a dit Alvaro en tendant la tablette. Elle a posté. À l'écran, le titre était clair. Le sombre héritage de Fernando Montero, manipulation génétique, dons illégaux et mystères non résolus. L'article citait la clinique du docteur Villalobos, les paiements effectués par la fondation Montero, et mentionnait une femme pauvre utilisée comme bénéficiaire sans consentement éclairé. Pas de nom. Mais Myrna a été photographiée sur une vieille photo de profil flou, mais reconnaissable. Gabriel secoua Mesa. Comment a-t-elle fait pour faire ça? Quelqu'un a divulgué les documents. C'était pas moi. Alvaro répondit nerveusement. Mais cela va devenir un scandale. Il parle déjà d'ouvrir une enquête publique. Au même moment, à Iztapalapa, Myrna a ouvert la porte et a trouvé deux journalistes avec des micros et des caméras braqués sur elle. Est-il vrai que vous êtes la mère des enfants secrets de Gabriel Montero? Comment avez-vous rencontré le père des enfants? Sont-ils vraiment des quadruplés? Myrna ferma la porte sans dire un mot, tremblante. Les enfants la regardèrent confus. Hugo lui serra la main. Est-ce qu'on va s'en sortir, maman? Elle s'agenouilla et les serra fort dans ses bras. Je ferai tout pour ça. Gabriel, conscient du chaos qui se préparait, a convoqué une conférence de presse urgente. Devant des dizaines de caméras, il a fait ce qu'il n'aurait jamais pensé faire, ouvrir son cœur en public. Ces derniers jours, j'ai découvert des vérités qui ont changé ma vie. Oui, j'ai été victime des décisions prises par mon père. Oui, il y a des enfants impliqués et ils sont innocents dans tout cela. Ce que je peux dire, c'est que je vais les protéger. Et pour protéger leur mère, qui n'a jamais eu de voix ni de choix. La déclaration a surpris tout le monde. Sur les réseaux sociaux, il a divisé les opinions. Certains le considéraient comme un père courageux, d'autres, comme un opportuniste essayant de nettoyer l'image. Mais parmi ceux qui regardaient, il y avait un homme qui regardait depuis l'obscurité d'un bureau luxueux, avec les lumières éteintes. Il a éteint la télévision et a souri ironiquement. Il a donc décidé de défier son père. Même après sa mort. Cet homme était Marcelo Tavares, l'ancien bras droit de Fernando Montero, aujourd'hui à la tête d'une fondation fantôme utilisée pour blanchir l'argent des anciens stratagèmes du groupe. Il savait que si Gabriel continuait à enquêter, il découvrirait bien plus que le problème des enfants. Le lendemain, Myrna a été appelée à l'école de ses enfants. Le directeur l'a reçue avec prudence. Les étudiants font des commentaires. Certains parents sont venus se plaindre de l'exposition des enfants. Ils disent que cela affecte l'environnement. Mais ils n'ont rien fait. Je sais. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je subis des pressions. J'ai besoin que vous les gardiez à la maison pendant quelques jours. Jusqu'à ce que tout se calme. Myrna était dévastée. Quand il l'a dit aux enfants, Hugo était révolté. Est-ce parce que nous sommes différents? Non, mon amour. C'est parce que le monde n'a pas encore appris à faire face à ce qu'il ne comprend pas. Gabriel, en apprenant cela, se rendit personnellement à l'école. Elle a cherché le directeur, s'est présentée avec fermeté et respect,
et a offert son soutien financier et juridique afin qu'aucun enfant ne soit discriminé. Ils étudieront où ils veulent. Et personne ne les fera taire. Le directeur, surpris par la posture de Gabriel, fait marche arrière. Il a promis de reconsidérer sa décision. Pendant ce temps, Marcelo Tavares déplaçait ses pièces. Il a appelé un contact au bureau du procureur et lui a demandé de vérifier la légalité de la garde des enfants. Le même après-midi, Myrna a reçu une notification judiciaire, une demande d'enquête sur sa qualité de mère, fondée sur un environnement instable et une exposition excessive. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle appela Gabriel, la voix brisée. Ils essaient de m'enlever mes enfants. Gabriel prit une profonde inspiration. Non, Myrna. Ils essaient de nous enlever nos enfants. Et pour la première fois, les deux étaient du même côté. Unis non seulement par un passé déformé, mais aussi par un présent qui exigeait du courage. Et un avenir qu'il avait encore le pouvoir de changer. La convocation judiciaire de Myrna a été le déclencheur d'une nouvelle phase de la vie de Gabriel Montero. L'entrepreneur habitué à gagner avec des chiffres et des contrats était maintenant confronté à une bataille qui nécessitait quelque chose de beaucoup plus difficile: l'empathie, la présence et l'humanité. Face à la situation, Gabriel a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait de toute sa carrière: il a pris un congé de ses fonctions au sein de l'entreprise. Il a temporairement remis le commandement à Alvaro et, lors d'une réunion avec les actionnaires, a annoncé: j'ai besoin d'être avec ma famille. Le monde peut attendre. Mes enfants, non. La décision a été accueillie avec surprise, et même avec scepticisme. Mais pour Gabriel, il ne s'agissait plus de réputation, mais de rédemption. Il a loué une maison près de la communauté où vivait Myrna, non pas pour le confort, mais pour la proximité. Il voulait être proche, apprendre la routine des enfants, comprendre la vie quotidienne qu'il n'a jamais connue. C'était la première fois qu'il sentait l'odeur des haricots qui cuisaient sur le poêle à bois de Do à Carmen, qu'il entendait le cliquetis des couvercles des casseroles et qu'il réalisait à quel point il avait ignoré le monde réel. Myrna, au début, était méfiante. Mais au fil du temps, il en est venu à voir en Gabriel non pas l'homme que sa famille avait joué dans le passé, mais quelqu'un qui essayait vraiment de réparer les torts dont il avait hérité. Pourquoi maintenant? Elle a demandé un soir, alors qu'il regardait les enfants dessiner sur le sol du salon. Parce qu'avant, je ne savais pas qui j'étais. Je ne connaissais que la version moulée par mon père. Maintenant, je découvre ce que c'est que d'être Gabriel sans son héritage. Hugo, Elena, Héctor et Eloisa ont commencé à se référer à Gabriel non plus comme l'homme de la télévision, mais comme Papa Gabi, un surnom que Elena a créé et que les frères ont adopté en riant. Il l'a aidé à faire ses devoirs, l'a emmené à la cour de récréation et a même appris à faire du vélo avec Héctor, qu'il a mis au défi de descendre la pente de la place. Mais les défis ne se sont pas arrêtés. Marcelo Tavares, sous la pression des enquêtes ouvertes après l'article de la journaliste Lucia Roras, a intensifié sa stratégie. Il a tenté de corrompre des fonctionnaires pour accélérer le processus judiciaire contre Myrna et, dans le même temps, a divulgué de faux documents suggérant qu'elle aurait reçu de l'argent en échange de l'insémination, ce qui aurait mis en échec son aptitude à être mère. Lucia, cependant, a décidé d'agir lorsqu'elle a vu les mensonges circuler. Il chercha directement Gabriel. Voulez-vous vraiment protéger cette famille? Alors vous devez tout savoir sur Marcelo. Il n'essaie pas seulement de vous faire taire. Il s'agit d'essayer de dissimuler des crimes qui ont commencé avant même votre naissance. Avec les documents remis par Lucia, Gabriel voyait enfin clair. Marcelo était le lien entre le sombre passé de son père et les tentacules corrompus qui entouraient encore le groupe Montero. C'était lui qui dirigeait les sales affaires alors que Gabriel croyait qu'il était à la tête d'un empire propre. Il était temps d'étouffer ce mal dans l'UF. Gabriel a convoqué une conférence de presse. Mais cette fois, il a pris Myrna et ses enfants à ses côtés. Pendant des années, j'ai construit ma vie sur des bases que je pensais solides. Aujourd'hui, je découvre qu'une partie de ce dont j'ai hérité était pourrie. Je ne serai plus complice. Désormais, je renonce aux parts du secteur biotechnologie du groupe Montero. Et j'intente une action en justice contre M. Marcelo Tavares pour fraude, coercition et utilisation abusive des ressources de l'entreprise à des fins illégales. Myrna tenait la main de Gabriel alors que les éclairs apparaissaient devant eux. D'autre part, l'avocat de l'accusation, engagé par les alliés de Marcelo, a présenté un tas de preuves fabriquées de toutes pièces de prétendues incohérences dans d'anciennes déclarations, des insinuations selon lesquelles Myrna aurait manipulé le système pour obtenir des avantages avec la paternité des enfants. Ma cliente est une femme honnête, qui a élevé 4 enfants dans la seule dignité.
a répliqué l'avocat de Myrna. Les tentatives de diffamation sont les stratégies d'un homme qui cherche désespérément à cacher des crimes plus graves. Le juge, austère, demanda le silence. Puis il se dirigea vers la chambre. Monsieur Gabriel Montero. Voulez-vous donner votre témoignage? Gabriel se leva. Les flashs se brisèrent. Il marcha vers le centre de la pièce d'un pas ferme, mais son regard révéla la charge émotionnelle qu'il portait. Pendant des années, j'ai vécu dans le mensonge. Non pas parce que je l'ai choisi, mais parce qu'ils m'ont caché la vérité. Il a commencé. J'ai découvert que j'avais 4 enfants. J'ai découvert que ma propre famille avait utilisé mon matériel génétique sans mon consentement. Et j'ai découvert que la femme qui souffrait le plus de tout cela ne demandait rien. Il essayait seulement de protéger ses enfants. Et maintenant? Voulez-vous la punir pour cela? La salle était dans un silence absolu. Le nom Montero, qui a toujours symbolisé le pouvoir, symbolise aujourd'hui autre chose pour moi, la culpabilité. Mais il symbolise aussi la chance de changer. Je ne suis pas là pour redorer mon blason. Je suis ici pour laver le nom de mes enfants. Et celui de leur mère. Il s'arrêta. Je reconnais ma responsabilité. Mais je n'accepte pas qu'il fasse de cette famille une victime à nouveau. Le juge a pris des notes en silence. C'est alors que l'inattendu s'est produit. La porte du palais de justice s'ouvrit brusquement. Un agent de la police fédérale s'est précipité et a remis une enveloppe au juge. Votre honneur, nous avons reçu de nouvelles preuves. Il s'agit d'une confession enregistrée. Le juge mit ses lunettes et lut le document pendant quelques minutes. Puis il regarda la pièce, surpris. Le parquet vient de recevoir un enregistrement, envoyé anonymement, contenant la voix de Marcelo Tavares avouant la falsification de documents et la tentative d'incrimination de Myrna Lopez en échange de faveurs politiques. La salle éclata en murmures. Myrna porta ses mains à sa bouche avec incrédulité. Gabriel ferma les yeux et expira comme s'il avait été piégé pendant des mois. Silence. A demandé le juge. Compte tenu de ces nouveaux éléments, j'ordonne l'archivage immédiat de l'affaire contre Myrna Lopez. De plus, je demande l'ouverture d'une enquête fédérale pour enquêter sur les pratiques de M. Marcelo Tavares et de ses complices. Le soulagement s'empare de la salle. Les enfants ont serré leur mère dans leurs bras. Gabriel leur sourit et reçut une étreinte collective, serrée, chaleureuse, vraie. Pour la première fois, il se sentait comme un père. Lucia Roras, la journaliste, a tout suivi depuis le fond de la salle. Elle a reçu un message sur son téléphone portable. Confession envoyée. Que la vérité l'emporte. À l'extérieur du tribunal, la foule attendait anxieusement. Quand ils virent la famille partir, ils se mirent à applaudir. Certains ont pleuré, d'autres ont crié des mots de soutien. Gabriel leva les mains, non pas pour célébrer sa victoire, mais pour montrer Myrna. La vraie force de cette histoire, c'est la sienne. A-t-il déclaré au journaliste. J'ai juste fait ce qui était juste. Elle a fait ce qu'il fallait pour survivre. Myrna, les yeux pleins d'eau, ne dit rien. Mais dans ce silence, il y avait une force qu'aucun micro ne pouvait traduire. Quelques heures plus tard, en haut de la terrasse de la nouvelle maison louée par Gabriel, la famille se réunit pour un simple dîner. Tamal, riz, jus de mangue. Les enfants riaient, jouaient et couraient d'un côté à l'autre avec liberté. Myrna s'approcha de Gabriel. Je n'aurais jamais pensé que tout cela se terminerait comme ça. Ce n'est pas encore fini. Dit-il avec un sourire. Maintenant, ça commence vraiment. Elle le regarda, confuse. Quoi? Gabriel ouvre une petite boîte dans ses mains. À l'intérieur, 4 bagues en argent fin, une pour chaque enfant, avec les noms gravés. Je ne sais pas comment être le père parfait. Ni l'homme parfait. Mais je veux le faire à notre façon. Une étape à la fois. Comme une famille. Elle tenait les anneaux. Ses yeux s'illuminèrent. Alors, allons-y ensemble. Et là, sous le ciel de Mexico, il n'y a pas eu de plus grand héritage que le nouveau départ. 2 mois se sont écoulés depuis le procès qui a tout changé. La ville suivait son rythme effréné, mais pour Gabriel, Myrna et les enfants, le temps passait d'une autre manière, plus léger, plus présent. Gabriel, loin des réunions du conseil d'administration et des dîners d'entreprise, connaissait maintenant les noms des enseignants de ses enfants, les heures des répétitions de théâtre à l'école et le goût préféré de chacun chez la sorbetière du coin.
L'ancienne froideur avait été remplacée par quelque chose de nouveau, la vraie joie. La maison, bien que modeste, était toujours pleine de vie. Elena a chanté des chansons qu'elle a apprises à l'école, Hugo a écrit des histoires dans un cahier cabossé, Hector a assemblé des jouets avec de vieilles pièces et Eloisa a dit qu'elle voulait être maman de 4 enfants tout comme sa mère. Des rires résonnaient dans les pièces. Myrna, à son tour, a redécouvert sa propre force. Maintenant, elle faisait partie d'un projet social pour soutenir les mères célibataires, aidant les femmes à se défendre juridiquement et émotionnellement contre les abus du système. Il est devenu une référence. Cela a inspiré d'autres personnes. Gabriel l'a soutenue en tout, mais sans essayer de la contrôler. Pour la première fois, il a compris ce que c'était que de marcher à côté de quelqu'un, et non devant. Marcelo Tavares est finalement arrêté, capturé alors qu'il tentait de fuir au Panama. Il a avoué la plupart des crimes et a remis des noms, des documents et même d'anciens alliés de Fernando Montero, le père de Gabriel. Le filet s'est effondré. L'Empire a commencé à être reconstruit sur des bases plus propres. La société du groupe Montero a fait l'objet d'audits internes, a écarté les noms suspects et a créé une nouvelle fondation, cette fois axée sur la protection des enfants et l'intégrité médicale. Le nom de Myrna a été choisi pour présider le comité d'éthique de l'institution. Un samedi matin, ils se sont assis tous les 6 à la table de la cuisine avec du pain frais et du chocolat chaud. La lumière du soleil entrait doucement par la fenêtre. Hugo, avec sa curiosité habituelle, demanda. « Papa, si tout cela n'était pas arrivé, ne nous rencontrerions-nous jamais ?» Gabriel sourit, passant sa main dans les cheveux de son fils. « Peut-être pas. Mais ce qui compte, c'est que maintenant personne ne soit plus perdu. » Myrna le regarda, et les deux se comprirent en silence. La vie n'était pas parfaite, et ne l'a peut-être jamais été. Mais là, dans cette maison simple, tout allait bien. Pas à cause du sang. Pas à cause du nom. Mais parce qu'en fin de compte, ils avaient choisi d'être une famille.